Londres, 1818, et le matin arriva, froid et gris comme la cendre, s'abattant sur Mayfair avec le poids d'une vérité importune. Eleanor Ashworth se réveilla non pas au son doux d'une maisonnée s'animant avec diligence, mais à des murmures qui serpentaient sous la porte de sa chambre, tels des courants d'air hivernaux à travers des cadres mal ajustés. Elle avait appris depuis longtemps à distinguer les textures des voix des domestiques, et celle-ci portait la qualité particulière d'un scandale à peine contenu. À 24 ans, Eleanor possédait une conscience aiguë de la place que lui attribuait le monde, ce territoire invisible occupé par les filles aînées dont le visage ne recelait aucune beauté remarquable, dont la silhouette n'inspirait aucune poésie, et dont la dot représentait leur unique droit à la considération. Elle se leva de son lit avec les mouvements délibérés de quelqu'un qui avait fait la paix avec la déception, ses mains stables alors qu'elle attrapait sa robe de chambre, ce vêtement gris et sobre qui s'accordait aussi bien au matin qu'à ses perspectives. Les murmures s'intensifièrent tandis qu'elle descendait l'escalier, et elle saisit des fragments qui s'assemblèrent pour former une image qu'elle redoutait secrètement depuis des années. Son père, Lord Ashworth, avait finalement fait ce que ses dettes croissantes et son désespoir grandissant menaçaient depuis longtemps. Les tables de jeu de White's n'avaient pas seulement englouti son revenu trimestriel cette fois-ci, mais aussi le petit domaine du Hertfordshire qui constituait la dot d'Eleanor. Cette modeste propriété que sa grand-mère maternelle lui avait léguée, avec l'intention spécifique qu'elle lui assure une sécurité si le mariage s'avérait hors de portée. Eleanor s'arrêta sur le palier, une main agrippant la rampe avec une force telle que ses jointures blanchirent sur le bois sombre. La certitude qu'elle avait toujours portée en elle, cette indignité fondamentale qui vivait dans ses os, venait d'être confirmée par l'univers lui-même. Même la maigre valeur qui lui était assignée ne pouvait être préservée, ne pouvait être protégée, ne pouvait survivre à l'insouciance de son père. Elle pensa à sa sœur Lydia, âgée de 19 ans et ravissante comme une figurine de porcelaine, dont les fiançailles avec le riche Mr. Pemberton restaient intactes malgré la disgrâce de leur père, dont la dot distincte, provenant de la famille de leur mère, était en sécurité hors de sa portée. Eleanor avait depuis longtemps accepté son rôle de la fille ordinaire, la raisonnable, celle qui resterait probablement à la maison pour s'occuper de ses parents vieillissants tandis que Lydia danserait dans les salles de bal et mettrait au monde de beaux enfants. Mais elle avait nourri un petit espoir secret, à peine reconnu même dans ses pensées les plus intimes, que la propriété du Hertfordshire pourrait un jour lui fournir sa propre petite maison, un lieu de dignité tranquille, un refuge pour ne pas être éternellement la tante célibataire dans la maisonnée d'un autre. Maintenant, même ce modeste rêve avait été dispersé sur une table de jeu par un homme trop ivre et trop désespéré pour se souvenir qu'il détruisait la dernière parcelle d'indépendance de sa fille. Le froid du matin semblait s'infiltrer à travers les murs eux-mêmes, s'installant dans la poitrine d'Eleanor, alors qu'elle continuait à descendre les escaliers, son visage composé dans cette expression d'acceptation calme qu'elle avait perfectionnée au fil des années à être ignorée, son cœur se repliant dans un espace encore plus exigu que celui qu'il occupait auparavant. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Le duc de Tremaine n'avait pas l'intention de passer sa soirée du jeudi chez White's, mais une lettre de son homme d'affaires concernant un investissement dans le transport maritime avait nécessité sa présence à Londres, et le club offrait un refuge aussi bon qu'un autre contre les pièces vides de sa demeure en ville. Sebastian Blackwood avait hérité de son titre à 25 ans, et au cours des 7 années qui s'étaient écoulées depuis, il avait géré ses domaines avec la même précision stratégique qui gouvernait désormais son approche de toute chose, une qualité qui l'avait rendu riche au-delà même de son héritage considérable et l'avait isolé d'une manière que la richesse ne pouvait guérir.
Il avait observé la descente de Lord Ashworth dans le jeu désespéré pendant près de 2 heures, notant l'imprudence particulière qui ne venait pas de la confiance d'un homme sur une lancée gagnante, mais de la panique de celui qui tentait de renverser des pertes catastrophiques. Sébastien avait déjà vu de tels hommes, les avait regardés parier des héritages familiaux, des domaines de campagne et la sécurité des personnes qui dépendaient d'eux, tout en se disant que la prochaine main rétablirait tout. Quand Ashworth posa l'acte de propriété d'un petit domaine du Hertfordshire sur la table, les mains tremblantes et la cravate de travers, il avait marmonné quelque chose sur le fait que c'était le legs de sa fille, mais qu'elle était laide comme un piquet de toute façon et qu'elle n'en aurait probablement pas besoin, qu'il valait mieux assurer la situation immédiate de la famille que de préserver des ressources pour un avenir qui ne viendrait jamais. Sébastien avait senti quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine à ces mots, ce rejet désinvolte de l'existence entière d'une personne, cette réduction de la valeur de quelqu'un à ses perspectives de mariage et de ses perspectives de mariage à son apparence. Il n'avait pas prévu d'entrer dans le jeu, s'étant contenté d'observer depuis sa position près de la cheminée avec son brandy et son mépris pour un tel gâchis, mais il se retrouva debout, plaçant sa propre mise, et en 30 minutes, il détenait l'acte d'une propriété dont il n'avait aucune utilité, tandis que Lord Ashworth avait quitté le club en titubant, avec l'expression vitreuse d'un homme qui n'avait pas encore pleinement compris l'étendue de ses pertes. Sébastien resta, le document sur la table devant lui, écoutant les autres hommes discuter de la folie d'Ashworth avec ce mélange de jugement et de fascination que de tels désastres inspiraient. C'est alors qu'il en apprit plus qu'il ne l'aurait souhaité sur la fille laide, celle que le consensus jugeait immariable, celle dont la seule sécurité venait d'être dispersée sur le tapis veucre par un père trop égoïste ou trop brisé pour la protéger. Lord Pemberton mentionna que sa propre fiancée était la plus jeune des filles Ashworth, une beauté qui avait heureusement hérité d'une dot distincte de la part de parents maternels, et n'était-ce pas que sa future belle-sœur était une créature pitoyable, tout en angle et en sérieux, du genre à trop lire et à avoir des opinions sur des choses qui ne la concernaient pas. Le rire qui suivit s'installa en Sébastien comme une pierre, et il plia l'acte avec une précision soignée, le glissant dans la poche de sa veste. Il savait ce que c'était que d'être observé et jugé insuffisant selon des critères qui n'avaient rien à voir avec la valeur réelle, connaissait l'isolement particulier qui venait du fait d'être estimé pour toutes les mauvaises raisons, et il découvrit que la chose froide dans sa poitrine s'était transformée en quelque chose de plus aigu, quelque chose qui exigeait de l'action plutôt que l'observation passive de l'injustice. La nouvelle se propagea dans la société de Mayfair avec la vélocité particulière réservée aux scandales impliquant le jeu et la ruine financière, et dès l'après-midi de ce matin gris, Eleanor se retrouva à accompagner sa mère et sa sœur au salon hebdomadaire de Lady Pemberton, une obligation qui ne pouvait être évitée sans confirmer la disgrâce même qu'elle prétendait ne pas avoir subie. Eleanor portait sa coutumière robe bleu foncé, celle qui avait été reprise 2 fois et qui tombait encore un peu lâche sur sa silhouette, ses cheveux bruns arrangés dans un style simple qui ne tentait aucune élaboration à la mode, car l'expérience lui avait appris qu'aucun ruban ni aucune boucle ne transformerait ce que la nature avait refusé de rendre beau. Elle était grande là où la mode préférait les petites tailles, anguleuse là où la douceur était admirée, d'expression sérieuse là où les hommes préféraient les sourires qui ne demandaient rien et promettaient un silence décoratif. Sa sœur Lydia, en revanche, portait de la soie rose qui mettait parfaitement en valeur son teint crème et or, ses boucles arrangées en une profusion artistique. Son rire semblable à de la musique alors qu'elle saluait les dames assemblées avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais douté de son accueil où que ce soit. Eleanor prit sa place habituelle dans le coin près de la fenêtre, le siège qui lui permettait d'observer sans être observé, de remplir son devoir de chaperon sans attirer l'attention sur sa propre présence. Elle regarda sa mère se déplacer dans la pièce avec une détermination cassante, détournant les questions sur l'endroit où se trouvait Lord Ashworth avec de vagues mentions d'affaires en ville,
son sourire figé et ses yeux durs sous l'effort de maintenir les apparences. Ce fut Lady Hartley qui porta le premier coup, sa voix juste assez forte pour atteindre le coin d'Eleanor tout en maintenant la fiction d'une conversation privée. Elle fit remarquer à sa compagne, Madame Whitmore, qu'il était en effet heureux que les perspectives de la chère Lydia restent assurées malgré les malheurs de son père. Et n'était-ce pas une miséricorde que l'aînée des demoiselles Ashworth n'ait jamais nourri d'attentes qui pussent maintenant être déçues, car une femme qui n'avait rien à perdre ne pouvait souffrir de la perte. Madame Whitmore acquiesça avec la cruauté compatissante des femmes, qui n'avaient jamais connu l'insécurité financière, ajoutant qu'Eleanor avait toujours été la raisonnable, qu'elle comprenait sûrement que certaines femmes étaient destinées au mariage et d'autres au soutien pratique de la famille, et qu'il y avait de la dignité à accepter sa place sans le désespoir inconvenant de tendre la main vers ce qui n'était jamais censé être. Eleanor garda son regard fixé sur le jardin, au-delà de la fenêtre. Ses mains jointes sur ses genoux, avec un calme devenu aussi naturel que la respiration, son visage arrangé dans une expression d'intérêt poli qui ne révélait rien de la manière dont ces mots atterrissaient dans sa poitrine comme des pierres dans une eau profonde. Elle avait déjà entendu de telles évaluations, avait appris à reconnaître le ton particulier que les femmes utilisaient pour discuter de celles qu'elles jugeaient hors de considération, ce mélange de pitié et de satisfaction qui venait de l'observation de quelqu'un dont les échecs rendaient leur propre situation plus sûre par comparaison. La carte arriva le mardi matin, livrée par un laquais en livrée si fine que les domestiques des Ashworth se regroupèrent dans le couloir pour chuchoter sur les armoiries ducales et ce que cela pouvait signifier, et Eleanor se trouvait dans le salon du matin à raccommoder l'une des chemises de son père, lorsque sa mère fit irruption, une expression mêlant incrédulité et calcul à parts égales. Le duc de Tremaine avait demandé la permission de passer cet après-midi-là, une courtoisie tout à fait inutile étant donné son rang, mais qui témoignait d'une formalité qui poussa Lady Ashworth à une action immédiate, ses ordres fusant à travers la maison comme des oiseaux effarouchés, tandis que les serviteurs se précipitaient pour polir de l'argenterie qui n'avait pas été utilisée depuis des mois, arranger des fleurs dans le salon et préparer un service à thé digne d'une inspection ducale. Eleanor mit de côté sa couture et écouta les instructions de sa mère, avec le détachement calme de quelqu'un observant une pièce dans laquelle elle n'avait aucun rôle. Comprenant immédiatement que cette visite concernait Lydia, que le duc devait l'avoir vue à un événement et avoir été frappé par sa beauté comme les hommes l'étaient si souvent, que la fonction d'Eleanor serait de s'asseoir tranquillement dans le coin et de donner l'apparence d'un chaperonnage approprié tout en restant suffisamment invisible pour ne pas détourner l'attention des charmes de sa sœur. Lydia elle-même apparut sur le seuil quelques instants plus tard, le visage rouge d'excitation et de triomphe, planifiant déjà quelle robe mettrait le mieux en valeur sa silhouette, tout en paraissant modestement appropriée pour une visite d'après-midi. Eleanor se leva pour aider comme elle le faisait toujours. Suivant sa sœur à l'étage jusqu'à la chambre qu'elles avaient partagée, jusqu'à ce que les fiançailles de Lydia l'élèvent à ses propres appartements, regardant Lydia rejeter robe après robe, avec la cruauté particulière de quelqu'un qui avait trop de choix et le savait. Le rose pâle était trop jeune fille, le vert trop audacieux, le blanc trop nuptial, et Eleanor se tint patiente et silencieuse, tandis que sa sœur choisissait finalement une mousseline crème avec de délicates broderies qui, en effet, la faisaient ressembler à une créature sortie d'un tableau, toute d'or, de rose et d'innocence artificielle. Eleanor attacha les minuscules boutons le long de la colonne vertébrale de Lydia, ses doigts fermes et exercés, écoutant sa sœur spéculer sur le fait de savoir si le duc préférait les blondes, si sa fortune était vraiment aussi vaste que la rumeur le suggérait, et si un diadème de duchesse siérait à son teinte. Il n'y eut aucune mention de Lord Pemberton, le fiancé de Lydia, aucune reconnaissance du fait qu'elle était promise à un autre homme, seulement le calcul opportuniste d'une belle femme qui avait appris que son apparence lui accordait des options que d'autres ne posséderaient jamais.
Quand Lydia demanda quelle robe Eleanor porterait, il y eut un moment de silence avant que leur mère ne réponde depuis le seuil que la robe d'après-midi grise d'Eleanor serait parfaitement convenable, le ton dédaigneux indiquant clairement que l'apparence d'Eleanor était sans importance pour l'issue de cette visite. Eleanor hocha la tête et se retira dans sa propre chambre, plus petite. Enfilant la robe grise qui avait la vertu d'être soignée et inoffensive et ne nécessitait aucune aide pour être attachée, arrangeant ses cheveux avec l'efficacité d'une longue pratique, son reflet dans le miroir lui montrant exactement ce qu'elle s'attendait à voir. Le duc de Tremaine arriva précisément à 3 heures, sa voiture portant les doubles armoiries qui avaient mis la rue en émoi, avec des rideaux qui s'agitaient et des observations spéculatives, et Eleanor regarda depuis la fenêtre du salon tandis qu'il descendait avec la grâce inconsciente d'un homme habitué à être observé, son manteau sombre parfaitement ajusté sur des épaules qui n'avaient besoin d'aucun rembourrage, ses traits composés dans une expression de formalité polie qui ne révélait rien de son but. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé d'après les aperçus lointains, lors d'événements sociaux auxquels elle avait assisté en sa capacité invisible, ses cheveux sombres et ses yeux d'un gris saisissant qui semblaient absorber chaque détail de la façade de la maison à son approche. Et Eleanor sentit son estomac se nouer avec l'anxiété familière de témoigner des triomphes de sa sœur, de savoir qu'elle passerait l'heure suivante à regarder un homme tomber sous le charme de Lydia comme tant d'autres avant lui. Le majordome l'annonça avec une gravité appropriée à un rang ducal, et sa mère se leva avec une révérence si profonde qu'elle frisait le théâtral, sa voix éclatante de bienvenue, alors qu'elle présentait d'abord Lydia, qui exécuta une révérence parfaite avec les yeux baissés et un petit sourire qui avait été pratiqué pour un effet dévastateur, puis Eleanor elle-même, presque comme une pensée après coup, l'aînée des demoiselles Ashworth qui étaient présentes pour les convenances. Sébastien s'inclina devant chacune d'elles avec une égale formalité, son expression polie et impénétrable, mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Eleanor, il y eut quelque chose dans son regard qui lui coupa le souffle, une franchise qui semblait réellement la voir plutôt que de regarder à travers elle vers la perspective plus intéressante au-delà. Il accepta le thé de sa mère et fit la conversation appropriée sur le temps et la saison pendant précisément 4 minutes avant de faire quelque chose qui brisa toutes les attentes qu'Eleanor avait apportées dans la pièce. Il posa sa tasse avec un soin délibéré, se tourna vers Lady Ashworth avec une courtoisie parfaite et demanda l'honneur de parler avec Mademoiselle Eleanor Ashworth sur une question d'une certaine importance. Le silence qui suivit fut si complet qu'Eleanor pouvait entendre l'horloge sur la cheminée faire tic-tac, pouvait entendre son propre cœur battre fort dans ses oreilles, pouvait sentir la confusion de sa mère et l'indignation de Lydia rayonner à travers l'espace entre elles comme la chaleur d'un feu. Sa mère se reprit la première, sa voix incertaine alors qu'elle clarifiait qu'il voulait dire Eleanor, pas Lydia, et à sa confirmation calme, elle fit un geste faible à Eleanor pour qu'elle prenne la chaise la plus proche du duc tandis qu'elle-même se positionnait à la distance de chaperonnage requise. Son visage eut une étude de calcul perplexe. Eleanor s'assit parce que ses jambes ne la porteraient pas de manière fiable, ses mains jointes sur ses genoux pour calmer leur tremblement, son esprit parcourant les possibilités et n'en trouvant aucune qui ait du sens. Et quand Sébastien plongea la main dans son manteau et en retira un document plié scellé à la cire, elle le fixa sans comprendre jusqu'à ce qu'il parle d'une voix ferme et claire, entièrement dirigée vers elle. Cette propriété, expliqua Sébastien avec une assurance qui semblait ancrer le chaos tourbillonnant de la pièce, avait été votre dot, mademoiselle Ashworth, léguée par votre grand-mère maternelle et destinée à vous assurer sécurité et indépendance, quel que soit votre mariage, et elle m'a été perdue il y a 3 nuits sur une table de jeu par votre père. Mais une telle perte n'a jamais été légitime, car la propriété n'a jamais été sienne pour qu'il la parie. Eleanor fixa le document qu'il posa sur la petite table entre eux,
le seau de cire brillant faiblement dans la lumière de l'après-midi qui filtrait par les fenêtres du salon, et son esprit lutta pour traiter le sens de ces mots, même si son cœur commençait une lente et douloureuse expansion contre les contraintes prudentes qu'elle avait construites autour de lui au fil des ans à apprendre à ne pas espérer. Il continua de parler sur ce même ton mesuré, expliquant qu'il avait fait des recherches auprès de son avocat et confirmé que la propriété, un petit domaine dans le Derbyshire avec des fermes en location et une maison modeste, lui avait été explicitement léguée par le testament de sa grand-mère, que son père avait agi illégalement en l'utilisant comme garantie, que l'acte lui appartenait de droit et qu'il ne faisait que rendre ce qui avait été pris. Elle voulait demander pourquoi, voulait exiger ce qu'il attendait en retour, voulait se protéger de tout piège que cela représentait. Mais quand elle trouva enfin sa voie, elle sortit faible et incertaine, demandant quelle obligation cela lui imposait, quel service il requérait, quel marché il proposait. Le silence qui suivit sa question semblait pulser de sens, et elle se força à lever les yeux du document vers son visage, cherchant le calcul, la pitié ou l'amusement cruel qu'elle s'attendait à y trouver. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qui ressemblait presque à de la surprise, suivi d'une expression qui aurait pu être de la tristesse, et quand il parla de nouveau, sa voix était plus douce mais non moins ferme. « Il n'y a aucune obligation, mademoiselle Ashworth, et aucun marché. Ceci est à vous. Cela a toujours été à vous. Je m'assure simplement qu'il retourne à son propriétaire légitime. » Les mots n'avaient aucun sens dans le cadre du monde tel qu'Éléonore le comprenait, où rien ne venait sans prix et où les femmes en particulier étaient une monnaie à échanger et des obligations à gérer, et elle secoua légèrement la tête, ses mains se crispant l'une sur l'autre sur ses genoux avec une force telle que ses jointures blanchirent. Derrière elle, elle pouvait entendre le souffle coupé de sa mère, sentir la confusion et l'indignation croissante de Lydia, sentir toute la pièce se tenir en suspens, incrédule face à cette scène incompréhensible. Sébastien se pencha légèrement en avant. Ses yeux gris fixés sur son visage, avec une concentration qui la faisait se sentir à la fois exposée et étrangement valorisée. Et il dit avec une parfaite clarté qu'il comprenait sa suspicion, qu'il aurait été plus inquiet si elle avait accepté sans poser de questions, mais qu'elle découvrirait en consultant n'importe quel avocat que l'acte était légalement transféré à son nom sans condition, sans exigence et sans aucune contrepartie. Le document reposait entre eux comme un pont franchissant une distance impossible, et Eleanor sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une croyance longtemps calcifiée commençant à se fissurer sous la pression de cet acte sans précédent, de cette gentillesse inexplicable d'un homme qui ne lui devait rien et qui ne gagnait rien de ce geste. Si ce n'est peut-être la satisfaction de corriger une injustice que personne d'autre n'avait même reconnue. Sébastien revint 4 jours plus tard, un laps de temps durant lequel Eleanor avait oscillé entre l'examen de l'acte de propriété, que son avocat avait confirmé comme étant légitimement et inconditionnellement sien, et la conviction que l'intérêt momentané du duc avait été satisfait par sa bonne action, et s'estomperait désormais naturellement pour retrouver la distance appropriée entre leurs rangs. Ainsi, lorsque le laquais annonça que sa grâce demandait l'honneur d'emmener mademoiselle Eleanor en promenade dans Hyde Park cet après-midi-là, elle sentit le fragile équilibre qu'elle avait construit se briser en quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Le visage de sa mère passa par la confusion et le calcul avant de se figer dans une expression d'encouragement déterminé, hochant la tête pour donner sa permission avec un empressement qui serra l'estomac d'Éléonore d'une honte familière. En 20 minutes, elle se retrouva installée dans le curricle de Sébastien, un véhicule d'une élégance sobre, tiré par des baies assorties dont la robe brillait au soleil de l'après-midi, ses mains soigneusement jointes sur ses genoux, tandis qu'il prenait les rênes avec l'aisance d'un homme habitué à maîtriser des créatures bien plus fougueuses que des chevaux. Le parc était peuplé du défilé habituel de la société prenant de l'air, et Eleanor sentit le poids des regards curieux lorsqu'ils croisèrent d'autres voitures.
imaginant les spéculations chuchotées sur la raison pour laquelle le duc de Tremaine promenait la fille Ashworth ordinaire plutôt que sa belle-sœur. Mais Sébastien semblait totalement indifférent à cette attention, guidant les chevaux le long de l'allée principale avec une habileté détendue, tout en lui demandant son avis sur un livre qu'il avait remarqué dans sa bibliothèque et qu'elle pourrait trouver intéressant. La question était si inattendue, si spécifique dans sa référence à ses véritables centres d'intérêt, plutôt qu'aux banalités polies habituellement échangées lors de telles sorties. qu'Eleanor répondit honnêtement avant de pouvoir se raviser. Elle admit avoir lu l'ouvrage en question et avoir trouvé les arguments de l'auteur sur la réforme de l'éducation à la fois convaincants et frustrants par leur manque de considération pour la capacité des femmes à entreprendre les mêmes études rigoureuses qu'ils préconisaient pour les hommes. Sébastien se tourna pour la regarder avec une expression d'une telle attention concentrée qu'elle sentit la chaleur lui monter aux joues, et il lui demanda quelle limitation elle corrigerait si on lui donnait l'autorité de concevoir un système éducatif, son ton suggérant un intérêt sincère, plutôt que l'amusement condescendant auquel elle avait appris à s'attendre lorsqu'elle oubliait de taire ses opinions. Elle se surprit à parler, prudemment d'abord, puis avec une aisance croissante, de l'accès aux langues classiques et à l'étude des mathématiques, de la présomption que l'esprit des femmes était ornemental plutôt qu'instrumental, du gaspillage du potentiel intellectuel de la moitié de la population. Il écouta sans l'interrompre, posant occasionnellement des questions qui démontraient qu'il considérait réellement ses paroles plutôt que d'attendre simplement qu'elle ait fini de parler. Les chevaux marchaient à une allure tranquille, tandis qu'Eleanor éprouvait la sensation sans précédent d'être écoutée, de voir ses pensées traitées comme des contributions précieuses plutôt que comme des excentricités à tolérer. Et lorsque Sébastien observa que ses idées s'alignaient étroitement avec celles de certains cercles philosophiques auxquels il participait, et se demanda si elle aimerait lire certains de leurs articles publiés, elle sentit quelque chose de dangereux éclore dans sa poitrine, un déploiement fragile et hésitant qui ressemblait terriblement à l'espoir qu'elle s'était appris à réprimer. La promenade à travers Hyde Park devint le sujet d'intenses spéculations en 24 heures, des murmures circulant dans les salons et autour des tables à thé sur l'attention particulière que le duc de Tremaine portait à la fille aînée sans histoire des Ashworth. Eleanor entendit les commérages par fragments et sous-entendus, qui la dépeignaient soit comme un objet d'une pitié extraordinaire, soit comme le fruit d'une excentricité incompréhensible de la part d'un homme connu pour son discernement et sa sélectivité. Chez la modiste, à portée de voix d'Eleanor, Lady Pemberton fit remarquer qu'il était merveilleusement charitable de la part de sa grâce de s'intéresser à la pauvre mademoiselle Ashworth, étant donné sa situation malheureuse et son manque de perspective. Le mot « charitable » atterrit comme une pierre dans la poitrine d'Eleanor, avec son implication que la bonté, plutôt qu'un intérêt sincère, motivait les attentions de Sébastien. Madame Hartwell spécula devant un groupe de matrones à la bibliothèque de près que le duc avait peut-être des goûts particuliers qui allaient à l'encontre des standards conventionnels de beauté. Un commentaire qui engendra des regards entendus et des rires à peine réprimés, tandis qu'Eleanor feignait d'être absorbée par le livre qu'elle tenait de main tremblante. Encore plus douloureuse était la spéculation selon laquelle Sébastien menait une sorte d'expérience sociale ou remplissait une obligation envers son père, des théories qui s'alignaient si parfaitement avec les peurs les plus profondes d'Eleanor qu'elle les trouvait impossibles à rejeter malgré le souvenir de la façon dont il avait écouté ses réflexions sur l'éducation, de la manière dont ces questions avaient suggéré un véritable engagement plutôt qu'une tolérance polie. À la maison, l'atmosphère changea de manière à la fois subtile et profonde. Sa mère commença soudain à s'intéresser à l'apparence et aux activités d'Eleanor, suggérant de nouvelles robes et coiffures avec une attention qui semblait plus calculatrice qu'affectueuse,
comme si Eleanor s'était transformée du jour au lendemain de fardeau, décevant en atout potentiel nécessitant une gestion et une présentation appropriées. La réaction de Lydia fut plus directe dans son hostilité, son beau visage se crispant de ressentiment chaque fois que le nom de Sébastien était mentionné, et elle fit des commentaires acerbes sur le fait qu'il était extraordinaire qu'Eleanor reçoive l'attention d'un duc, alors qu'elle n'avait jamais réussi à attirer l'intérêt d'hommes de rang et de fortune bien inférieurs. La jalousie dans la voix de sa sœur aurait dû lui procurer une certaine justification, une satisfaction qu'Eleanor soit enfin la destinataire plutôt que le témoin de l'égard masculin, mais au lieu de cela, elle ne fit qu'amplifier sa conviction intérieure que cette situation était temporaire et anormale. Une brève aberration qui se corrigerait inévitablement lorsque Sébastien réaliserait son erreur ou se lasserait de l'impulsion qui avait motivé sa gentillesse initiale. Eleanor se retrouva piégée entre l'expansion dangereuse de l'espoir qui se produisait chaque fois qu'elle se souvenait de leur conversation, de la façon dont il l'avait regardée pendant qu'elle parlait de philosophie de l'éducation, comme si ces mots « content » et le poids écrasant de la probabilité qui suggérait qu'un duc ne poursuivrait jamais sérieusement quelqu'un comme elle, alors qu'il pouvait avoir son choix de belles femmes accomplies dont les dots n'avaient pas été jouées par des pères imprudents. Elle commença à guetter les signes de son retrait. Se préparant au moment inévitable où ses visites cesseraient et où le bref et étrange interlude où elle avait été remarquée s'effacerait dans la mémoire, une autre confirmation que sa juste place était dans l'ombre où appartenaient les femmes sans histoire. L'invitation arriva 3 jours après la promenade dans Hyde Park, une lourde enveloppe crème portant le sceau ducal et contenant une demande pour que la famille Ashworth assiste à une réception en plein air à Tremaine House le samedi suivant. Eleanor regarda le visage de sa mère se transformer avec une excitation qui semblait plus mercenaire que maternelle, tandis que l'expression de Lydia se tordait en un ressentiment à peine dissimulé que la perspective d'une autre plutôt que ses propres noces approchantes soit devenue la préoccupation principale de la famille. Le domaine lui-même coupa le souffle à Eleanor lorsque leur voiture franchit des grilles qui s'ouvraient sur des terres semblant s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Des pelouses manucurées cédant la place à une nature sauvage stratégique, des jardins de fleurs arrangés en motifs suggérant à la fois l'art et la retenue, et une maison de pierre pâle qui parvenait à transmettre la grandeur sans ostentation, ces lignes classiques parlant d'une vieille fortune et d'une dignité plus ancienne qui ne nécessitait aucune démonstration vulgaire. Sébastien les reçut personnellement, et Eleanor remarqua comment il saluait chaque domestique par son nom, alors qu'il traversait la maison vers les jardins où d'autres invités étaient déjà rassemblés, comment il s'arrêta pour s'enquérir de la mère d'un laquais qui avait été malade. Comment son attention envers ceux de rang inférieur était marquée par la même courtoisie qu'il étendait aux invités titrés, et elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine face à cette preuve de caractère qui allait au-delà du charme superficiel que de nombreux hommes de son rang déployaient comme une arme. Les jardins étaient peuplés d'une 40aine d'invités, un mélange soigneusement sélectionné de personnalités intellectuelles et de membres choisis de la noblesse, et Eleanor se retrouva présentée à un philosophe dont elle avait lu l'œuvre, à une bas-bleue dont les essais sur l'éducation des femmes avaient façonné sa propre pensée, à un poète dont elle avait mémorisé les vers, et elle réalisa avec un étonnement grandissant que Sébastien avait composé une liste d'invités qui reflétait ses intérêts, plutôt que de simplement importer la foule habituelle de la société. Elle se tenait près de la roseraie, écoutant distraitement Lady Pemberton pérorer sur l'audace choquante des jeunes femmes modernes. Lorsque cette dame se tourna vers Eleanor avec une fausse douceur et fit remarquer qu'il était heureux que sa grâce soit si philanthropiquement enclin envers les cas de charité, sans quoi la pauvre mademoiselle Ashworth n'aurait jamais l'occasion de visiter de si grands établissements. Avant qu'Eleanor ne puisse formuler une réponse à travers la honte brûlante qui inondait sa poitrine,
La voix de Sébastien trancha l'air de l'après-midi avec une précision glaciale. Observant qu'il trouvait la compagnie intellectuelle de Mademoiselle Ashworth bien plus précieuse que les vaines performances sociales que certains considéraient comme des accomplissements, et que toute femme qui mesurait la valeur par l'apparence plutôt que par le caractère en révélait davantage sur ses propres limitations que sur celles qu'elle cherchait à diminuer. Le silence qui suivit fut absolu, le visage de Lady Pemberton passant par le choc et l'humiliation avant qu'elle ne se retire avec des excuses marmonnées. Quand Éléonore osa jeter un coup d'œil à Sébastien, elle le trouva la regardant avec une intensité qui fit battre son cœur contre ses côtes comme une chose en cage et désespérée. Sa défense publique de sa valeur était plus intime que n'importe quelle déclaration privée aurait pu l'être. Et elle sentit l'espoir dangereux qu'elle avait tenté de contenir se répandre dans sa poitrine comme la chaleur revenant à des membres gelés, terrifiant dans ses implications, car l'espoir signifiait la vulnérabilité, et la vulnérabilité signifiait la capacité d'une douleur dévastatrice. Sébastien apparut à son coude environ 20 minutes après la confrontation avec Lady Pemberton, son expression composée, mais ses yeux contenant quelque chose qu'Eleanor ne pouvait tout à fait nommer, alors qu'il lui demandait doucement si elle aimerait voir la bibliothèque. Elle hocha la tête, car la parole semblait impossible, son cœur battant encore la chamade après la défense publique qu'il lui avait offerte, la façon dont il avait tranché à travers les faux semblants sociaux pour nommer la cruauté pour ce qu'elle était, sans excuse ni adoucissement. La bibliothèque occupait toute l'aile est de la maison. Une cathédrale du savoir avec des étagères s'élevant sur 2 étages vers un plafond peint représentant des scènes classiques de sagesse et de connaissance. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers de hautes fenêtres pour illuminer des reliures en cuir dans des teintes de bordeaux, de vert forêt et de bleu nuit. L'odeur de vieux papier et de cire d'abeille les entourait comme de l'encens, tandis que Sébastien fermait la porte derrière eux, la laissant ouverte de la largeur précise que les convenances exigeaient, tout en leur offrant quelque chose approchant l'intimité. Il la regarda admirer la collection avec une expression de satisfaction tranquille, et Éléonore se dirigea vers les étagères, comme attirée par des filles invisibles. Ses doigts parcourant les dos des livres, tandis qu'elle lisait des titres qui représentaient des œuvres auxquelles elle avait longtemps désiré accéder, des traités philosophiques, des revues scientifiques et des éditions originales de romans qui avaient façonné sa compréhension de ce que les histoires pouvaient accomplir. Elle s'arrêta devant une section consacrée à la théorie de l'éducation, sortant un volume de Mary Wollstonecraft qu'elle n'avait lu que sous forme d'extrait, et la voix de Sébastien vint de derrière son épaule, remarquant que sa mère avait rassemblé la plupart des ouvrages sur l'éducation des femmes, qu'elle croyait que l'esprit des femmes était affamé par la détermination de la société à ne leur fournir que des accomplissements et à restreindre leur accès à la pensée substantielle. Éléonore se tourna pour le trouver plus proche qu'elle ne l'avait réalisé. Assez proche pour qu'elle puisse voir les taches vertes dans ses yeux noisettes, sentir le bois de santal et quelque chose d'autre qui lui était propre. Elle s'entendit demander ce que sa mère aurait pensé de son attention envers quelqu'un comme elle, regrettant immédiatement la question, car elle révélait trop de son incrédulité persistante que cette situation puisse être réelle. Sébastien soutint son regard avec une intensité qui lui coupa le souffle, disant que sa mère aurait reconnu en Éléonore exactement ce qu'il voyait. Un esprit contraint par les circonstances plutôt que par la capacité, un esprit qui avait appris à se comprimer dans le petit espace que la société lui allouait, mais qui restait fondamentalement intact par cette compression. Elle sentit les larmes la menacer face à cette description qui suggérait qu'il voyait non pas ses limites, mais son potentiel, non pas ce qui lui manquait, mais ce qu'elle possédait malgré tous les efforts pour le diminuer. Et elle se détourna sous prétexte d'examiner les étagères supérieures, ayant besoin de distance face à l'intimité dangereuse d'être si profondément comprise. La bibliothèque avait un escalier en colimaçon menant à la galerie du 2e niveau,
en fer forgé étroit qui nécessitait une navigation prudente en jupon, et Eleanor monta sans demander la permission, car le mouvement semblait plus sûr que l'immobilité. Mais à mi-chemin, elle jugea mal la largeur de son ourlette et trébucha. La main de Sébastien se posa instantanément sur sa taille pour la stabiliser, son autre main couvrant la sienne sur la rampe, et pendant un instant suspendus, ils restèrent figés dans cette configuration, la chaleur de sa paume brûlant à travers le tissu de sa robe, sa propre main piégée sous la sienne, plus grande, tous deux respirant trop rapidement pour un effort aussi minime. Il ne la relâcha pas immédiatement, et Eleanor découvrit qu'elle ne pouvait bouger, ne pouvait penser au-delà de la conscience choquante de son corps près du sien, de la force de la main qui la tenait stable. Quand il parla enfin, sa voix était plus basse qu'elle ne l'avait jamais entendue, rendue rauque par quelque chose qu'elle n'osait nommer. Alors qu'il disait qu'il avait été seul la majeure partie de sa vie d'adulte, malgré le fait d'être constamment entouré de gens, que la solitude n'était pas une question de quantité de compagnie, mais de qualité de connexion, qu'il s'était résigné à une vie de relations superficielles jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui regardait les idées comme la plupart regardaient les bijoux, avec une femme et une appréciation sincère de leur valeur. Eleanor rentra de la réception en plein air dans un état de confusion sentimentale. Le souvenir de la main de Sébastien sur sa taille et de ses paroles sur la solitude et la connexion se répétant dans son esprit, avec l'insistance d'une mélodie qu'on ne peut s'arrêter de fredonner. Elle passa la soirée dans un silence distrait, tandis que sa mère jacassait sur la supériorité de la demeure du duc et que Lydia faisait des remarques acerbes sur les cas de charité élevés au-delà de leur rang naturel. Elle montait les escaliers vers sa chambre lorsqu'elle entendit la voix de son père depuis son bureau, plus forte que d'habitude à cause de la boisson, et un certain instinct la fit s'arrêter sur le palier, même si elle savait qu'écouter aux portes était à la fois inconvenant et souvent douloureux. Mais les mots « Doc » et « Eleanor » parvinrent clairement à travers la porte entr'ouverte, et elle se retrouva figée sur place, sa main agrippant la rampe tandis que la voix de Lord Ashworth prenait le ton cordial qu'il utilisait pour discuter d'affaires. Il parlait à quelqu'un qu'elle ne pouvait voir, probablement son homme d'affaires, et elle l'entendit dire que l'intérêt du duc était un coup de chance inattendu qui pourrait redresser les finances de la famille s'il était bien géré, qu'Eleanor était assez simple et reconnaissante pour faire tout ce qui serait nécessaire pour s'assurer d'un mariage aussi élevé, que la fille n'avait pas d'autre perspective et devait savoir que c'était sa seule occasion d'être autre chose qu'un fardeau. Eleanor sentit les mots atterrir dans sa poitrine comme des coupes physiques, chacun confirmant ce qu'elle avait toujours soupçonné sur la façon dont sa famille la voyait, comme une marchandise à échanger, un problème à résoudre, un heureux accident par lequel son inutilité pourrait enfin servir à quelque chose, grâce à l'intérêt inexplicable de Sébastien. Son père continua avec une crudité croissante, suggérant qu'Eleanor devrait être encouragée à s'assurer de l'attachement du duc par tous les moyens nécessaires avant qu'il ne reprenne ses esprits, que les femmes laides devaient souvent offrir ce que les plus jolies pouvaient refuser. Et l'implication était assez claire pour qu'Eleanor sente la bile lui monter à la gorge, tandis que la honte brûlait son corps comme une fièvre. Elle bougea alors, fuyant vers sa chambre avant d'en entendre davantage, ses mains tremblantes, alors qu'elle fermait la porte et pressait son dos contre elle, respirant trop vite et sentant l'espoir prudent qu'elle avait construit au cours des dernières semaines s'effondrer en quelque chose qui avait un goût de cendre et d'humiliation. Sébastien se présenta 2 jours plus tard, et Eleanor refusa de le voir, prétextant un mal de tête qui n'était pas entièrement faux, étant donné qu'elle avait à peine dormi depuis qu'elle avait surpris la conversation de son père, ayant passé des heures à rejouer chaque interaction avec le duc et à réinterpréter sa gentillesse à travers le prisme de la pitié. Son attention à travers l'hypothèse qu'il devait la voir comme son père, comme quelqu'un de si désespéré qu'elle s'avilirait pour la sécurité de son nom. Il envoya une note le lendemain pour demander le plaisir de sa compagnie pour une promenade, et elle renvoya un refus poli mais ferme,
puis un autre lorsqu'il l'invita au théâtre, et un troisième lorsqu'il demanda s'il pouvait passer pour discuter d'un livre qu'il pensait qu'elle apprécierait. Sa mère était affolée de confusion et de colère, exigeant de savoir quelle folie avait possédé Eleanor pour refuser les attentions d'un duc, mais Eleanor ne pouvait expliquer que chaque invitation semblait maintenant confirmer sa marchandisation, qu'elle ne pouvait supporter de s'asseoir en face de Sébastien, sachant que son père s'attendait à ce qu'elle échange son corps contre son titre, que la honte de cela lui donnait envie de disparaître complètement plutôt que d'affronter la seule personne qui lui avait brièvement donné l'impression d'être autre chose qu'un problème à résoudre. Eleanor avait pris l'habitude de se réfugier dans la librairie Hatchard's sur Piccadilly. Les matins où sa mère était occupée avec ses visiteurs, trouvant du réconfort dans l'atmosphère feutrée de cuir et de papier, où sa présence n'attirait aucune attention particulière et où elle pouvait se perdre dans des volumes qui ne demandaient rien d'elle, si ce n'est de l'attention. C'est là, le 4e jour de son isolement volontaire de Sébastien, que le ciel s'ouvrit avec la violence soudaine qui caractérisait les orages du début de l'été à Londres. La pluie martelant les vitrines de la boutique avec une telle force que le propriétaire commença à déplacer des seaux pour recueillir les gouttes d'une section douteuse du toit. Elle examinait une traduction de poésie italienne nouvellement arrivée lorsque la porte s'ouvrit avec une rafale de vent et d'humidité, et elle leva les yeux pour voir Sébastien entrer, son grand manteau assombri par la pluie sur les épaules, ses cheveux en désordre à cause du temps. Et leurs regards se croisèrent à travers la boutique avec une secousse qu'Eleanor sentit dans sa poitrine comme quelque chose de physique et d'irrévocable. Il s'approcha lentement, comme si elle était une créature sauvage qui pourrait s'enfuir. Ce qui était précisément ce qu'elle voulait faire. Sauf que la pluie tombait à verse dehors avec une telle force que sortir signifierait arriver chez elle trempée et sujette à l'interrogatoire de sa mère sur l'urgence qui avait nécessité une telle imprudence. Elle resta donc piégée entre la section de poésie et le mur, tandis que Sébastien s'arrêtait à une distance appropriée et prononçait son nom comme une question, comme s'il n'était pas entièrement certain qu'elle le reconnaîtrait. Elle réussit une révérence qui parut raide et maladroite, la gorge serrée par le mélange complexe de désir et de honte qui avait caractérisé chacun de ses moments d'éveil depuis qu'elle avait surpris son père. Sébastien la regarda avec une expression qui était en partie de l'inquiétude et en partie quelque chose de plus ferme. Alors qu'il lui demandait très doucement s'il avait fait quelque chose pour l'offenser, si ses attentions avaient été importunes d'une manière qu'il n'avait pas su percevoir. Eleanor secoua la tête, car, quoi qu'il en soit, ses attentions avaient été le contraire d'importunes, avaient été la chose la plus bienvenue qu'elle ait jamais connue, ce qui était précisément la raison pour laquelle les mots de son père l'avaient si profondément blessée, avaient empoisonné quelque chose qu'elle commençait à peine à croire possible. Sébastien fit un pas de plus, baissant encore la voix bien que le propriétaire soit occupé avec ses seaux et qu'ils aient ce coin de la boutique pour eux seuls, et il dit qu'il avait cru qu'ils devenaient amis. À tout le moins, qu'il avait pensé qu'elle lui faisait suffisamment confiance pour être honnête si quelque chose n'allait pas. Le mot « ami » atterrit étrangement dans la poitrine d'Eleanor, à la fois trop petit pour ce qu'elle avait commencé à ressentir et trop grand étant donné ce qu'elle avait appris des attentes de sa famille. Elle se surprit à parler avant que la pensée consciente ne puisse intervenir, les mots sortant dans un murmure précipité, alors qu'elle disait qu'elle avait surpris son père discutant de la façon dont elle devrait s'assurer de son intérêt, de la façon dont elle devrait offrir tout ce qui était nécessaire pour obtenir son titre, et qu'elle ne pouvait supporter l'humiliation que Sébastien sache que sa famille considérait son attention comme une transaction à manipuler et elle comme la marchandise à échanger. Elle observa son expression changer tandis qu'elle parlait, quelque chose de dangereux entrant dans ses yeux, non pas dirigé contre elle, mais contre ce qu'elle décrivait. Quand elle se tut, il resta silencieux un long moment, avant de demander avec une précision soignée ce que son père avait dit exactement. Elle ne put répéter le pire, se contentant de secouer la tête et de détourner le regard,
alors que les larmes menaçaient de couler malgré sa détermination à conserver une once de dignité. Sébastien tendit la main, puis se ravisa, sa main retombant à son côté. Sa voix, quand il parla, était basse et intense, alors qu'il disait qu'il ne se souciait aucunement des machinations de son père, que les opinions de Lord Ashworth n'avaient aucune incidence sur les siennes, qu'il avait recherché la compagnie d'Eleanor parce qu'elle était intéressante, intelligente et authentique dans un monde qui offrait bien peu de ses qualités, et que si elle croyait qu'il la considérait comme autre chose qu'une personne de valeur intrinsèque, alors elle ne comprenait rien à son caractère ni à ses intentions. Sébastien se présenta à la résidence des Ashworth 2 jours après leur rencontre dans la librairie, et cette fois, quand Eleanor apprit que le duc demandait une audience, elle se trouva incapable de le refuser, incapable de se replier dans un isolement protecteur après qu'il se soit tenu dans cette boutique assombrie par la pluie et ait parlé de sa valeur avec une conviction si féroce que quelque chose dans sa poitrine avait irrévocablement basculé vers l'espoir. Il fut introduit dans le salon où sa mère était assise, avec une anticipation à peine dissimulée, et il exécuta sa révérence avec la grâce formelle qui caractérisait tous ses mouvements avant de se tourner vers la mère d'Eleanor et de demander avec une parfaite bienséance s'il pouvait avoir la permission de courtiser mademoiselle Ashworth avec l'intention de déterminer leur convenance mutuelle pour un arrangement plus permanent. Eleanor sentit les mots atterrir dans la pièce comme quelque chose de physique, regarda le visage de sa mère passer par le choc, le calcul et une satisfaction triomphante avant qu'elle n'accorde sa permission avec un excès d'enthousiasme qui donna à Eleanor l'envie de s'enfoncer dans le sol. Quand son père fut convoqué et donna son consentement avec le soulagement cordial d'un homme dont le plus grand problème venait de se résoudre, Eleanor dut résister à l'envie de fuir à nouveau la nature transactionnelle de tout cela. Mais alors Sébastien la regarda vraiment, avec ses yeux gris qui semblaient voir au-delà de toutes ses défenses, et il demanda très doucement si c'était ce qu'elle voulait, si elle consentirait à sa cour, et le fait qu'il le lui demande directement plutôt que de simplement accepter l'autorité de son père fit se nouer quelque chose dans sa gorge avec une émotion qu'elle ne pouvait tout à fait nommer. Elle hocha la tête parce qu'elle ne faisait pas confiance à sa voix, et son sourire fut petit et privé, et semblait destiné uniquement à elle, malgré la présence de ses parents. Et à ce moment-là, elle comprit que quoi que sa famille fasse de cet arrangement, Sébastien le considérait comme quelque chose qui existait principalement entre eux deux. La cour qui suivit fut une révélation de ce que signifiait être véritablement vu et poursuivi, non pas comme une marchandise ou un problème à résoudre, mais comme une femme dont les préférences et le confort comptaient à chaque instant. Il l'emmena en promenade dans Hyde Park à l'heure à la mode, où toute la société pouvait les observer ensemble, sa main ferme sur les rênes et son attention entièrement concentrée sur elle plutôt que sur les murmures qui suivaient leur passage. Et il lui demanda son avis sur des sujets allant de la littérature à la politique, en passant par la bonne gestion des domaines, d'une manière qui suggérait qu'il appréciait réellement ses pensées plutôt que de simplement faire la conversation. Ils assistèrent à l'opéra avec sa mère comme chaperon, et Eleanor était vivement consciente de sa présence à côté d'elle dans la loge ducale, de la façon dont son bras frôlait le sien lorsqu'il se penchait pour murmurer des observations sur la performance, de la chaleur de sa main gantée lorsqu'il l'aidait avec son châle pendant l'entr'acte. Il se présenta à la maison avec une telle régularité que même les domestiques commencèrent à sourire en l'annonçant, et peu à peu, la formalité entre eux s'adoucit dans les moments privés, son appellation passant de Mademoiselle Ashworth à Eleanor lorsque sa mère était occupée avec ses travaux d'aiguille, son propre usage hésitant de Sébastien lorsqu'il se tenait dans le jardin, examinant ostensiblement les roses tout en discutant d'un roman qu'ils avaient tous deux lu. Les commérages parvinrent à Eleanor par un après-midi gris, 3 semaines après le début de la cour, alors qu'elle et sa mère prenaient le thé dans le salon de Lady Pembridge, une obligation hebdomadaire qu'Eleanor avait toujours supportée avec une résignation tranquille, mais qui était devenue nouvellement inconfortable
maintenant qu'elle était l'objet de spéculation, plutôt que simplement invisible. Elle équilibrait sa tasse de thé avec une attention soignée lorsqu'elle entendit les mots flotter depuis le groupe de dames près de la fenêtre, leur voix pas tout à fait assez basse pour être vraiment privée. Lady Hartwick parlait avec le ton particulier que les femmes de la société utilisaient pour livrer des observations destinées à blesser, tout en maintenant une dénégation plausible de malice, disant combien il était inhabituel qu'un duc de la stature et de l'éligibilité de Tremaine poursuive une femme des qualités particulières de Mademoiselle Ashworth, comment on ne pouvait que conclure qu'il avait des goûts plutôt inhabituels ou peut-être une inclination charitable envers les objets de pitié. Et Madame Pemberton répondit avec un petit rire que c'était bien connu que certains messieurs préféraient des femmes qui seraient reconnaissantes de l'attention plutôt que celles qui s'y attendaient de droit. Eleanor sentit les mots atterrir dans sa poitrine comme des pierres tombant dans une eau calme, les ondulations se propageant pour perturber chaque moment de bonheur qu'elle avait commencé à s'autoriser. Elle posa sa tasse de thé avec une main qui ne tremblait que légèrement, tandis que sa mère lui lançait un regard d'avertissement qui communiquait clairement l'attente qu'elle maintienne son sang-froid, quelle que soit la provocation. L'après-midi s'éternisa avec une lenteur atroce, chaque instant exigeant d'Eleanor qu'elle maintienne son expression d'attention polie, tandis qu'intérieurement, elle sentait la structure prudente d'espoir qu'elle avait construite s'effondrer pour revenir à l'architecture familière de la résignation et du doute, car n'avait-elle pas toujours su que c'était trop improbable? N'avait-elle pas compris depuis le début qu'un homme comme Sébastien ne la préférerait jamais sincèrement, à moins qu'il n'y ait quelque chose d'aberrant dans sa nature ou de calculé dans ses motifs? Elle rentra chez elle et se retira dans sa chambre en prétextant un mal de tête qui n'était pas entièrement inventé, allongée dans la pénombre, avec les rideaux tirés, tandis que son esprit tournait obsessionnellement autour de chaque interaction avec Sébastien, réinterprétant son attention comme de la pitié, et son intérêt comme la préférence particulière d'un homme, dont les goûts allaient au pathétique et au reconnaissant. Le soir venu, elle avait décidé que la chose la plus gentille qu'elle puisse faire pour eux deux était de le libérer d'une obligation qu'il n'avait peut-être pas pleinement compris qu'il créait, de se retirer avec grâce avant que sa cour ne progresse à un point où y mettre fin causerait un scandale. Elle composait mentalement la formulation de ce noble sacrifice lorsque Lydia entra sans frapper et se tint au pied de son lit, avec une expression qui mêlait triomphe et cruauté. Sa sœur dit qu'elle supposait qu'Eleanor avait entendu ce que tout le monde disait, que le duc devait avoir des préférences très particulières et quelque peu troublantes pour poursuivre quelqu'un d'aussi totalement quelconque, et que peut-être Eleanor devrait se demander si elle souhaitait vraiment épouser un homme dont l'intérêt pour elle suggérait quelque chose d'aberrant dans son caractère, car il valait sûrement mieux rester une vieille fille avec dignité que de devenir une épouse uniquement parce que son mari avait des goûts étranges qui excluaient une attirance normale. Lydia livra cette évaluation avec la méchanceté particulière que seule une jeune sœur belle pouvait rassembler envers une sœur aînée plus simple dont la cour inattendue avait perturbé l'ordre naturel des choses. Après son départ, Eleanor resta allongée dans l'obscurité, sentant chaque mot s'installer dans les espaces où l'espoir avait brièvement pris racine, l'étouffant avec la compréhension plus familière et peut-être plus honnête qu'elle avait toujours été, et serait toujours fondamentalement indigne d'un désir sincère. Sébastien arriva à la résidence des Ashworth l'après-midi suivant sans préavis, et quand Eleanor fut informée de sa présence, elle fit dire qu'elle était indisposée et ne pouvait recevoir de visiteurs. C'était une excuse transparente qui ne trompa personne, et encore moins le duc qui informa le majordome avec une autorité tranquille qu'il attendrait aussi longtemps que nécessaire, et que mademoiselle Ashworth devait être informée qu'il n'avait aucune intention de partir avant qu'elle ne lui accorde une audience. Eleanor se tenait dans sa chambre, sentant la panique lui monter à la gorge, car elle n'avait pas encore composé le discours prudent qui le libérerait gracieusement de son obligation,
ne s'était pas encore suffisamment armé pour lui faire face tout en exécutant ce sacrifice nécessaire. Mais sa mère apparut à sa porte avec une expression qui n'admettait aucun refus, et Eleanor se retrouva à descendre les escaliers, son cœur martelant ses côtes d'une manière qui semblait à la fois terrifiante et inévitable. Il se tenait près de la fenêtre lorsqu'elle entra dans le salon. Sa mère jeta un coup d'œil à son visage et prit la décision rapide de se positionner dans le salon de musique attenant, la porte ouverte pour les convenances, mais suffisamment éloignée pour leur accorder de l'intimité. Sebastian se tourna à l'entrée d'Eleanor, et elle vit immédiatement qu'il savait que quelque chose avait changé, pouvait le lire dans la tension de sa posture et le vide étudié de son expression. Il traversa la pièce jusqu'à elle et demanda très doucement ce qui s'était passé, ce qui avait changé entre leur dernière rencontre où elle avait souri à quelque chose qu'il avait dit, et ce moment où elle pouvait à peine croiser son regard. Eleanor ouvrit la bouche pour prononcer ces paroles répétées sur le fait de ne pas vouloir l'accabler d'obligations nées d'une bonté mal placée, pour découvrir que le discours se dissolvait sous l'intensité de son regard. Au lieu de cela, elle s'entendit dire avec beaucoup trop d'honnêteté qu'elle avait réalisé qu'elle ne pouvait, en bonne conscience, lui permettre de poursuivre une cour qui devait être fondée soit sur la pitié, soit sur des préférences aberrantes, qu'elle le libérait de tout sentiment d'obligation qu'il pourrait ressentir envers elle, et qu'elle lui souhaitait tout le bonheur possible avec une femme plus adaptée à son rang et digne d'un égard sincère. Le silence qui suivit ces mots sembla s'étendre et remplir toute la pièce. Quand Sebastian parla enfin, sa voix était basse et contrôlée, d'une manière qui suggérait qu'il maîtrisait une émotion puissante. Il demanda qui lui avait mis ces pensées en tête, quel poison avait été chuchoté pour la convaincre que son intérêt pour elle était autre chose que l'inclination naturelle d'un homme envers une femme, qu'il en était venu à admirer et à désirer. Le mot « désirer » atterrit entre eux comme quelque chose de physique qui coupa le souffle d'Eleanor, car il ne pouvait sûrement pas le penser de la manière dont il sonnait. Il s'approcha et elle se sentit vaciller légèrement, comme attirée par une force à laquelle elle ne pouvait résister. Il prononça son nom comme un ordre et une supplication tout à la fois, avant que sa main ne se lève pour lui prendre le visage avec une tendresse qui contredisait l'intensité féroce de son expression, puis il l'embrassa avec une passion qui brisa toutes les suppositions qu'elle avait jamais faites sur les convenances, la retenue et la distance prudente qui devrait exister entre un couple en cours. Sébastien revint l'après-midi suivant avec une formalité qui semblait restaurer l'ordre approprié de la cour après la perturbation passionnée de la veille. Eleanor le reçut dans le salon en présence de sa mère, son père ayant été convoqué de son bureau pour assister à ce que tout le monde dans la maison sentait être une conversation importante, bien qu'Eleanor elle-même se sentît suspendue dans un état entre l'incrédulité et un espoir terrifié qui rendait la respiration difficile. Il était impeccablement vêtu d'un drap de laine bleu foncé qui soulignait la largeur de ses épaules et l'élégance austère qui le distinguait comme un homme de conséquence. Il y avait quelque chose dans son maintien en entrant qui commandait l'attention de chaque personne présente. Une autorité tranquille qui fit même son père se redresser sur sa chaise et sa mère lisser ses jupes avec une nervosité inhabituelle. Sébastien échangea les politesses requises avec ses parents avant de se tourner vers Eleanor avec une expression d'une telle intensité concentrée qu'elle sentit la chaleur lui monter aux joues. Il lui demanda avec une parfaite bienséance si elle lui ferait l'honneur de se promener avec lui dans le jardin, car il y avait une affaire de grande importance qu'il souhaitait discuter avec elle. Une demande transparente dans son intention qui fit pousser à sa mère un petit cri de triomphe qu'elle tenta de déguiser en tout. Ils marchèrent en silence pendant plusieurs instants après être descendus dans le modeste jardin derrière la maison de ville, un espace qui avait toujours semblé exigu et banal à Eleanor, mais qui maintenant se sentait chargé de signification alors que Sébastien la conduisait au petit banc de pierre sous le vieux chêne. Quand il se tourna pour lui faire face,
Elle vit que malgré son maintien formel, il y avait quelque chose de vulnérable dans ses yeux qui rendait sa propre incertitude moins isolante. Il commença par dire qu'il n'avait jamais été un homme porté aux décisions impulsives, que sa vie avait été marquée par une réflexion approfondie et une pensée stratégique. Mais que dès l'instant où il avait appris son existence et l'injustice qui lui avait été faite, il s'était senti poussé par quelque chose au-delà de la logique ou du calcul, et qu'à mesure qu'il avait appris à la connaître ces dernières semaines, cette impulsion s'était transformée en quelque chose de bien plus profond et indéniable. Il parla alors de qualités spécifiques qu'il avait observées en elle, et le détail de son récit l'étonna, car il ne cataloguait pas de vagues compliments, mais des moments particuliers qui révélaient qu'il avait prêté attention avec une intensité qu'elle n'avait pas pleinement comprise. Sa gentillesse envers un laquais maladroit qui avait renversé du thé, ses questions réfléchies sur la philosophie, qui démontraient à la fois son intelligence et une curiosité sincère, sa dignité face au mépris, son humour sec qui émergeait quand elle se sentait suffisamment en sécurité pour baisser sa garde, la façon dont elle écoutait avec une attention totale quand quelqu'un parlait comme si leurs mots comptaient vraiment pour elle, et la force de caractère qui lui permettait de supporter des années d'oubli sans devenir amère ou diminuer. Il dit que ces qualités composaient une sorte de beauté que la société était trop aveugle pour reconnaître, mais que lui voyait clairement et appréciait par-dessus tous les attributs superficiels que d'autres prisaient, et qu'il était tombé amoureux non pas malgré qui elle était, mais précisément à cause de cela, parce qu'Eleanor Ashworth était exactement la femme qu'il ne savait pas chercher jusqu'à ce que la fortune lui apporte la nouvelle de son existence. L'annonce des fiançailles d'Eleanor Ashworth avec Sebastian Tremaine, duc de Tremaine, parut dans les journaux du matin un jeudi. Et dès le soir même, chaque salon de Londres à la mode bourdonnait de spéculations et d'étonnements qui recalibraient les calculs sociaux de toute une saison. Le bal de la comtesse de Pemberton était prévu depuis des semaines, mais il prit une nouvelle importance en tant que lieu où le couple nouvellement fiancé ferait sa première apparition publique. Eleanor se tenait dans sa chambre, pendant que sa mère s'agitait autour de la robe de soie bleue profonde que Sébastien avait commandée pour elle chez la plus belle modiste de Londres, un vêtement qui la transformait non par artifice, mais par le simple fait de sa coupe parfaite et de son élégante simplicité, qui suggérait une femme digne d'une telle attention. La salle de bal scintillait de 1000 bougies à leur arrivée, et Eleanor sentit le poids de tous les regards se tourner vers eux, alors que Sébastien la conduisait en bas de l'escalier, sa main reposant sur son bras. Elle en entendit les murmures qui ondulaient à travers les invités assemblés comme le vent dans le blé, un susurrement de choc et de réévaluation hâtive. Lady Harrington, qui avait un jour fait remarquer à portée de voix d'Eleanor que certaines femmes étaient destinées à être des tantes célibataires et devraient l'accepter avec grâce, souriait maintenant, avec une chaleur déterminée, et félicitait Eleanor pour son extraordinaire bonne fortune. Eleanor reconnut ce changement pour ce qu'il était. Non pas un égard sincère, mais une nécessité sociale face à ces nouvelles circonstances. Sébastien resta près d'elle toute la soirée, avec une possessivité qui communiquait clairement à chaque observateur qu'Eleanor n'était pas un cas de charité ou une préférence particulière, mais une femme sincèrement désirée et estimée. Quand Lord Whitmore fit un commentaire mal avisé sur le choix surprenant du duc, Sébastien répondit avec une précision si froide que l'homme balbutia des excuses et se retira. La danse commença et Sébastien conduisit Eleanor sur la piste pour la première valse. Elle sentit l'étrangeté d'être au centre de l'attention plutôt que pressée contre le mur parmi les chaperons et les laissés pour compte. Sentit la façon dont les yeux suivaient leurs mouvements avec une intensité qui l'aurait terrifiée des semaines auparavant, mais qui semblait maintenant presque sans importance. Car Sébastien la regardait comme si personne d'autre n'existait dans la salle de bal scintillante. Il lui murmura qu'elle était magnifique et que chaque personne qui les regardait voyait enfin ce qu'il avait reconnu dès le début, et Eleanor sentit quelque chose changer en elle, non pas l'espoir désespéré des semaines précédentes,
mais une certitude grandissante que tout cela était réel, permanent et sien de droit plutôt que par carité. Mademoiselle Hartwell, qui avait été parmi les plus cruelles détractrices d'Eleanor, s'approcha pendant le souper avec une envie transparente mal déguisée en intérêt amical, demandant comment Eleanor avait réussi à s'assurer l'égard du duc. Eleanor répondit avec une grâce qui ne nécessitait aucune cruauté, car elle n'avait plus besoin d'être justifiée par ceux qui l'avaient rejetée. Sébastien apparut à son coude avec du champagne et un regard d'une affection si ouverte que plusieurs observateurs à proximité eurent un hoquet de surprise, et Eleanor comprit à cet instant que sa transformation était complète, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle s'était enfin autorisée à être vue. Le lendemain matin du bal, Eleanor descendit pour le petit déjeuner, s'attendant au repas tranquille habituel avec seulement son père caché derrière son journal, mais trouva à la place sa mère déjà habillée et animée d'une manière qui mit les nerfs d'Eleanor à vif. Quelques instants après qu'elle se soit assise, Lady Ashworth commença un récit haletant du triomphe de la soirée précédente, se positionnant comme l'architecte des fiançailles d'Eleanor, grâce à ses conseils avisés et sa sagesse maternelle. Eleanor écouta avec un calme durement acquis, tandis que sa mère réécrivait l'histoire avec une créativité étonnante, affirmant qu'elle avait toujours su qu'Eleanor possédait des qualités cachées qui finiraient par attirer le bon type de gentleman, omettant commodément des années de commentaires dédaigneux et d'indifférence froide qui avaient marqué la vie adulte d'Eleanor jusqu'à ce que l'intérêt de Sébastien la transforme de fardeau négligé en atout social. Lord Ashworth entra, l'air à la fois soulagé et vaguement honteux, et il se racla la gorge plusieurs fois avant de féliciter Eleanor avec une maladresse qui lui rappela douloureusement la nuit où il avait joué sa dot, bien qu'il semblât maintenant désireux de se positionner comme un père affectueux, ravi de l'excellent mariage de sa fille, plutôt que comme l'homme imprudent dont les actions avaient précipité toute la séquence d'événements. Il suggéra qu'il devrait organiser un dîner de famille pour célébrer convenablement et qu'il pourrait peut-être offrir au duc quelques conseils sur les investissements, une présomption qui fit se contracter la mâchoire d'Eleanor, car son père croyait apparemment que le lien de Sébastien avec elle lui redonnait accès à des opportunités que son propre mauvais jugement avait gâchées. Sa mère saisit immédiatement cette idée et commença à planifier une réunion de famille intime où ils pourraient tous faire plus ample connaissance, parlant comme si la famille Ashworth et le duc étaient maintenant unis par des liens d'affection plutôt que connectés principalement par l'amour de Sébastien pour Eleanor seule. La porte de la salle à manger s'ouvrit avec plus de force que nécessaire, et Lydia entra, les joues rouges et une expression qu'Eleanor reconnut comme le mélange particulier de fureur et d'orgueil blessé que sa sœur affichait lorsqu'on lui refusait quelque chose qu'elle croyait lui revenir de droit. Lydia s'assit avec une précision délibérée et se servit du pain grillé avec des mouvements assez vifs pour faire cliqueter la porcelaine. Lorsque leur mère s'enthousiasma pour le succès de la soirée précédente, Lydia observa avec une douceur acide qu'il était remarquable de voir à quel point certains gentlemen pouvaient être caritables, et quelle chance que le duc ait des préférences aussi inhabituelles. Le commentaire tomba dans le silence soudain, comme une pierre à travers une vitre. Et Eleanor sentit la vieille honte familière commencer à monter avant que quelque chose de nouveau ne s'affirme, une clarté née de l'égard indéfectible de Sébastien qui lui permit de voir la cruauté de sa sœur pour ce qu'elle était. Non pas la vérité, mais la jalousie déguisée en inquiétude. Eleanor posa sa tasse de thé avec un contrôle soigné et dit tranquillement qu'elle comprenait que Lydia puisse trouver la situation difficile, mais qu'elle ne tolérerait aucun manque de respect envers son fiancé ou leurs fiançailles en sa présence. La fermeté de sa propre voix la surprit alors même qu'elle parlait. Les préparatifs du mariage commencèrent sérieusement la semaine suivante, lorsque Sébastien arriva à la résidence des Ashworth avec son secrétaire et une femme redoutable nommée Madame Hartwell, qui gérait les affaires de sa maison.
Eleanor se retrouva conduite dans le salon où Sébastien lui demanda immédiatement quel genre de cérémonie elle envisageait et ce qui la rendrait la plus heureuse, une question qui la frappa avec une force inattendue, car personne ne s'était jamais enquis de ses préférences pour quoi que ce soit d'important. Elle pensa à la planification du mariage de Lydia l'année précédente, comment leur mère avait orchestré chaque détail, des fleurs à la liste des invités, tandis que Lydia se pavanait et approuvait, et comment Eleanor n'avait été consultée que pour les tâches les plus subalternes, comme adresser les invitations et tenir des listes. Le contraste entre cette expérience et ce moment où Sébastien attendait avec un intérêt sincère, ses pensées lui serra la gorge d'une émotion qu'elle peinait à contenir. Elle admit doucement qu'elle n'avait jamais vraiment imaginé un mariage pour elle-même et qu'elle s'en remettrait à son jugement sur ce qui était approprié pour un duc, mais Sébastien se pencha en avant avec cette concentration intense qu'il lui accordait et dit qu'il ne se souciait aucunement de ce qui était approprié et de tout ce qui lui apporterait de la joie. Eleanor sentit la sensation désormais familière de ses vieilles suppositions s'effriter sous la pression constante de son égard. Ils discutèrent des dates et Madame Hartwell prit des notes avec une efficacité vive. Quand Eleanor suggéra timidement qu'elle avait toujours aimé les fleurs de printemps, Sébastien sourit et dit qu'il se marierait dans 6 semaines lorsque les jardins de son domaine seraient à leur apogée et qu'il ferait venir des fleurs de ses serres pour remplir l'église qu'elle préférerait. Sa main trouva la sienne sur le canapé, et il traça son pouce sur ses jointures dans un geste qui semblait inconscient, mais qui propagea une chaleur à travers son corps. Eleanor devint vivement consciente de la façon dont sa présence l'affectait maintenant, de manière à la fois émotionnelle et physique. Une conscience accrue de sa proximité qui lui coupait le souffle quand il se penchait pour examiner les échantillons de tissu que Madame Hartwell présentait. Sébastien lui demanda ses couleurs préférées et si elle préférait les rassemblements intimes ou les grandes célébrations. Quand Eleanor avoua qu'elle se contenterait de quelque chose de petit, il la regarda avec une telle tendresse que Madame Hartwell trouva discrètement une raison de consulter le secrétaire de l'autre côté de la pièce. Sébastien dit doucement qu'il voulait lui donner tout ce qui lui avait été refusé, voulait que le monde soit témoin de sa revendication sur elle et de son acceptation de lui, voulait une célébration digne du bonheur qu'elle avait apporté dans son existence auparavant vide. Eleanor réalisa qu'il avait besoin de cette déclaration publique, autant pour lui que pour elle, qu'il avait besoin de se tenir devant la société et de déclarer son choix. Elle accepta un mariage en bonne et due forme à l'église St. George avec un déjeuner dans sa résidence de Londres, et Sébastien déposa sur sa main un baiser qui s'attarda plus longtemps que les convenances ne le permettèrent, tandis que ses yeux promettaient des choses qui firent naître une anticipation au creux de son ventre et monter la couleur à ses joues. Eleanor se réveilla le matin de son mariage, sous la pâle lumière du soleil printanier filtrant à travers les rideaux de sa chambre d'enfant. Pendant un long moment, elle resta immobile sous les couvertures, essayant de comprendre que ce jour était réellement arrivé, que dans quelques heures, elle se tiendrait devant Dieu et la société, et deviendrait la duchesse de Tremaine, qu'elle se lierait pour toujours à un homme qui avait regardé au-delà de toutes les limitations que les autres voyaient en elle, et l'avait choisie avec une conviction qui lui coupait encore parfois le souffle. La maison s'anima autour d'elle avec une activité matinale inhabituelle, et bientôt sa mère entra, suivie d'une domestique portant du chocolat et des toasts. Les manières de Lady Ashworth étaient empreintes d'une effusivité qu'Eleanor endura avec une patience née de la certitude qu'elle quitterait bientôt cette maison et ses émotions compliquées pour une vie construite sur des fondations entièrement différentes. La robe qui arriva de l'établissement de Madame Leblanc était en soie couleur champagne, avec de délicates broderies à l'ourlet et aux manches, élégantes sans être ostentatoires, exactement ce qu'Eleanor avait décrit vouloir lorsque Sébastien avait insisté pour qu'elle commande quelque chose qui lui plaisait plutôt que ce que la mode dictait.
Lorsque la modiste elle-même arriva pour superviser l'habillage, elle déclara qu'Eleanor était une mariée d'un goût excellent et d'une allure distinguée. Eleanor se tint devant son miroir pendant qu'on lui attachait la robe et qu'on arrangeait ses cheveux en boucles souples entrelacées de perles, cadeau de Sébastien de la veille, accompagné d'une note qui disait simplement « Celles-ci pâlissent à côté de votre beauté, mais peut-être connaîtront-elles l'honneur de vous parer. » Ces mots l'avaient poussé à presser la carte contre son cœur, émerveillé de voir à quel point il avait démantelé sa vie entière, passée à se croire indigne d'une telle dévotion. La transformation qu'elle vit dans le miroir n'était pas celle de traits magiquement altérés, mais d'une posture changée, les épaules en arrière et le menton levé, des yeux qui rencontraient leur propre reflet, avec quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la confiance. Elle comprit enfin que ce que Sébastien avait vu en elle depuis le début devenait maintenant visible même pour elle-même. Le trajet en calèche jusqu'à St. George's se déroula dans un flou de rues londoniennes et de tentatives nerveuses de conversation de son père jusqu'à ce qu'ils arrivent pour trouver les marches de l'église bordées d'observateurs attirés par la nouvelle que le duc de Tremaine épousait la fille aînée quelconque des Ashworth. Eleanor sentit le poids de leurs regards curieux, tandis que son père l'aidait à descendre. L'intérieur de l'église était rempli de fleurs de printemps, qui transformaient l'espace ancien en une tonnelle de jardin. Les yeux d'Eleanor cherchèrent et trouvèrent Sébastien, attendant à l'autel dans sa tenue de cérémonie, avec une expression qui fit s'estomper tout le reste, car il la regardait comme si elle était la réponse à toutes les questions qu'il s'était jamais posées. Quand elle arriva à ses côtés, il lui prit la main avec des doigts qui tremblaient légèrement, tandis qu'il murmurait « Vous êtes si belle ». Et Eleanor se sentit belle pour la première fois de sa vie, non pas parce que son apparence avait changé, mais parce qu'elle était entièrement et complètement aimée. Le voyage en calèche jusqu'au domaine de campagne de Sébastien les emmena à travers une campagne vallonnée, qui céda progressivement la place à un parc à la française, alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon. Eleanor était assise à côté de son mari, sentant le mot résonner dans sa conscience à chaque tour de roue, « mari », un terme qu'elle ne s'était jamais attendue à revendiquer, et certainement pas attaché à un homme comme Sébastien, qui, même maintenant, tenait sa main avec une tendresse distraite, tout en lui montrant les points de repère de sa propriété. La maison apparut alors qu'ils prenaient un virage, et Eleanor eut le souffle coupé à la vue de la façade en pierre dorée brillant dans la lumière de fin d'après-midi, les fenêtres à meneaux reflétant le ciel, les jardins s'étendant avec une précision géométrique vers le parc boisé au-delà. Sébastien observa sa réaction avec un plaisir évident, en expliquant que cela avait toujours été sa résidence préférée, et qu'il était heureux de la partager enfin avec quelqu'un qui apprécierait sa beauté comme lui. Le personnel était rassemblé sur les marches de l'entrée et Sébastien l'aida à descendre avec une formalité cérémonieuse avant de la présenter comme la duchesse à l'intendante, au majordome et aux domestiques assemblés qui s'inclinèrent et firent la révérence avec des expressions allant de la curiosité à une évaluation soigneusement dissimulée. Eleanor sentit le poids de cette nouvelle identité s'installer plus pleinement sur ses épaules, même si la main de Sébastien au creux de son dos lui offrait un soutien constant. Il la guida à travers des pièces remplies des trésors accumulés de générations, lui montrant des portraits de famille et des caractéristiques architecturales, avec l'enthousiasme de quelqu'un partageant quelque chose de précieux, et Eleanor comprit qu'il ne lui montrait pas simplement une maison, mais qu'il lui offrait une vie, un lieu, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais possédé, même dans la maison de son enfance. Le thé fut servi dans un salon donnant sur les jardins, et ils s'assirent ensemble sur un canapé positionné pour attraper les derniers rayons de soleil. Sébastien lui donna des fraises du plateau, tout en lui demandant si tout lui plaisait et si elle ressentait une quelconque nervosité à propos de la soirée à venir. Sa franchise sur ce qui les attendait la fit rougir,
mais la soulagea également de la nécessité de feindre l'ignorance ou de jouer la surprise. Il prit ses joues rougies entre ses paumes et lui dit avec un sérieux absolu qu'il procéderait entièrement à son aise, que son seul désir était son bonheur et son plaisir, qu'elle devait lui dire si quoi que ce soit l'effrayait ou la contrariait, et la tendre sollicitude dans ses yeux serra la gorge d'Éléonore, car même dans cette affaire des plus intimes, il pensait d'abord à son bien-être et à son consentement. L'intendante conduisit Éléonore aux appartements de la duchesse où ses affaires avaient été déballées et un bain préparé. Elle se prélaça dans l'eau chaude parfumée à la rose, en essayant de calmer le flottement d'anticipation et de nervosité qui faisait battre son cœur et rendait sa peau hypersensible. La femme de chambre l'aida à enfiler une chemise de nuit en finet batiste avec de la dentelle au col et aux poignets, bien plus délicate que tout ce qu'elle avait possédé auparavant, et lui brossa les cheveux jusqu'à ce qu'ils tombent en douces vagues dans son dos. Lorsque la porte communicante s'ouvrit et que Sébastien apparut en manche de chemise, Éléonore sentit le désir monter en elle malgré son inexpérience, car la façon dont il la regardait la faisait se sentir chérie, désirée et belle d'une manière qui transcendait l'apparence physique. Éléonore se réveilla le lendemain de sa nuit de noces pour trouver Sébastien déjà éveillé à ses côtés, appuyé sur un coude, la regardant avec une expression d'une tendresse si ouverte qu'elle sentit la chaleur lui monter aux joues tout en souriant et en tendant la main pour toucher son visage, s'émerveillant que ce soit désormais sa réalité. Se réveiller à côté de cet homme qui lui avait montré avec tant de patience et de révérence la nuit précédente que l'intimité pouvait être une extension de la connexion émotionnelle qu'ils avaient construite plutôt que l'inconnu effrayant qu'elle avait anticipé. Les semaines qui suivirent s'installèrent dans un rythme qui ressemblait à la découverte d'une langue qu'elle avait toujours été destinée à parler. Des matins où ils prenaient leur petit déjeuner ensemble dans la salle ensoleillée donnant sur les roseraies, Sébastien partageant sa correspondance et lui demandant son avis sur les affaires du domaine avec un intérêt sincère pour ses pensées. Des après-midi où ils se promenaient ensemble sur les terres ou partaient à cheval visiter les fermiers. Et Éléonore commença à comprendre l'étendue de ses nouvelles responsabilités et se trouva étonnamment dynamisée par la perspective d'être utile de manière significative. Sébastien avait un bureau tapissé de cartes et de registres où il gérait ses diverses propriétés et investissements, et il l'invita à le rejoindre. Lui expliquant sa philosophie de gestion et lui demandant quelle cause elle pourrait souhaiter soutenir avec les ressources considérables désormais à sa disposition. Éléonore sentit quelque chose s'épanouir dans sa poitrine à la reconnaissance qu'on lui offrait non seulement son nom et sa protection, mais un véritable partenariat pour construire une vie pleine de sens. Ils lisaient ensemble le soir, parfois à voix haute l'un pour l'autre, parfois dans un silence complice dans des fauteuils adjacents. Et Éléonore découvrit que Sébastien avait une faiblesse pour les romans gothiques, malgré sa dignité ducale, et devenait si absorbé qu'il en oubliait de maintenir son expression habituellement composée, et elle l'aima encore plus pour ses aperçus d'enthousiasme non dissimulés. L'affection physique devint aussi naturelle que la respiration, sa main trouvant la sienne pendant qu'il marchait, ses lèvres effleurant sa tempe quand il passait derrière son fauteuil, ses doigts redressant sa cravate avant le dîner. La passion qu'ils partageaient dans l'intimité de leurs appartements s'approfondit avec la familiarité, tandis qu'Éléonore se débarrassait des derniers vestiges d'incertitude quant à son attrait et apprenait à la fois à recevoir et à initier le contact sans gêne. Un après-midi, alors qu'ils examinaient les plans d'amélioration des maisons des fermiers, Sébastien posa sa plume et la regarda simplement jusqu'à ce qu'elle lui demande à quoi il pensait. Il répondit « Je pense que je n'ai jamais été aussi heureux. Que chaque jour avec vous confirme ce que je savais depuis le début, que vous êtes extraordinaire et que je suis le plus chanceux des hommes. » Quand Éléonore protesta qu'elle n'était que elle-même, il la tira sur ses genoux et lui dit avec une conviction féroce que elle-même était tout, que sa bonté,
son intelligence et sa dignité valaient plus que toute la beauté superficielle de la chrétienté. Eleanor s'autorisa enfin à le croire complètement, à libérer le dernier murmure de doute que cet amour puisse être temporaire ou conditionnel, et elle l'embrassa avec une liberté qui la surprenait encore parfois, et murmura qu'il lui avait donné non seulement un titre ou la sécurité, mais la capacité de se voir comme digne. Sébastien la serra contre lui et promit qu'ils passeraient chaque jour de leur vie à s'assurer qu'elle ne l'oublie jamais. Leur retour à Londres à la fin de l'automne se fit avec beaucoup plus de faste qu'Eleanor ne l'avait prévu. Alors que leur voiture roulait dans les rues devenues familières de sa vie antérieure de fille négligée, elle s'émerveillait de la profondeur avec laquelle ces circonstances avaient changé, tandis que la ville elle-même restait inchangée. Les mêmes maisons de ville bordant les squares, les mêmes vendeurs criant leurs marchandises. Pourtant, elle observait maintenant tout cela depuis le point de vue privilégié de la duchesse de Tremaine, avec Sébastien à ses côtés, lui montrant les points de repère et lui serrant la main lorsqu'il sentait sa nervosité à l'idée de réintégrer la société dans cette position élevée. Les invitations avaient commencé à arriver, avant même qu'ils n'atteignent Tremaine House, de lourdes enveloppes crème embossées de sceaux aristocratiques, chaque hôtesse de Londres soudainement désespérée d'avoir l'honneur que le duc et sa nouvelle duchesse honotent leur rassemblement. Eleanor ne put s'empêcher de penser à l'ironie amère de se souvenir comment ces mêmes maisonnées avaient à peine reconnu son existence quelques mois auparavant, quand elle était la simple Eleanor Ashworth sans perspective et avec un père joueur. Sébastien sembla lire dans ses pensées, alors qu'il triait la correspondance, et fit remarquer avec un amusement sec que la société n'était rien, sinon prévisible dans son culte du rang, et qu'elle devrait prendre satisfaction à les faire attendre sa faveur, plutôt que de se sentir obligée d'accepter chaque invitation. Eleanor sentit une vague d'affection pour cet homme, qui comprenait si clairement les émotions compliquées suscitées par sa transformation. Ils choisirent quelques événements triés sur le volet, en commençant par une soirée musicale chez Lady Pemberton, où Eleanor entra au bras de Sébastien, portant des saphirs assortis à sa robe, et sentit l'attention de la pièce se tourner vers elle comme une force physique. Les conversations s'interrompant en milieu de phrases, alors que les têtes se tournaient pour observer la femme qui avait réussi à capturer le duc le plus éligible d'Angleterre, malgré ne posséder aucune des qualifications évidentes que la société jugeait nécessaires. Eleanor garda la tête haute et sourit avec une chaleur sincère à ceux qui s'approchaient pour offrir leurs félicitations, et elle remarqua avec une satisfaction tranquille combien de personnes qui l'avaient auparavant regardée comme si elle était invisible se bousculaient maintenant pour obtenir son attention et sa bienveillance. La transformation fut la plus évidente lorsqu'elle rencontra Lady Thornton, une femme qui avait un jour fait remarquer à portée de voix d'Eleanor que certaines femmes étaient simplement nées pour être des tantes célibataires et devraient accepter leur sort avec grâce, plutôt que de se ridiculiser en assistant à des fonctions sociales. Maintenant, cette même dame s'approcha avec des compliments effusifs sur la robe et les bijoux d'Eleanor, et une soif à peine dissimulée d'être reconnue par la nouvelle duchesse. Eleanor soutint son regard et dit avec une politesse parfaite qu'elle appréciait les mots aimables, qu'elle avait beaucoup appris ces derniers mois sur la différence entre les jugements superficiels et le vrai caractère, qu'elle espérait que Lady Thornton se joindrait à elle pour soutenir une œuvre de charité qu'elle était en train de créer pour fournir des dots aux jeunes femmes, dont les familles ne pouvaient subvenir adéquatement à leurs besoins. Elle regarda le visage de la femme plus âgée passer par la surprise, le dépit et un enthousiasme forcé, alors qu'elle convenait que cela semblait être une cause louable. Sébastien se matérialisa à son coude quelques instants plus tard avec du champagne et un regard de fierté non dissimulée, et il se pencha pour murmurer qu'elle avait géré cette rencontre avec plus de grâce que Lady Thornton ne le méritait, que la regarder évoluer dans la société avec confiance et détermination était l'un de ses plus grands plaisirs.
Eleanor sentit la dernière ombre persistante de son ancienne insécurité se dissoudre dans la chaleur de son admiration et sa propre compréhension durement acquise qu'elle avait toujours possédé de la valeur, même lorsque les autres ne la reconnaissaient pas. Eleanor découvrit la véritable mesure du chemin qu'elle avait parcouru depuis son ancien moi par un après-midi gris de décembre, lorsqu'elle assista à une modeste réunion chez Madame Hartley, une veuve respectable qui ouvrait son salon chaque semaine à de jeunes femmes en quête de conversations intellectuelles, au-delà des frivolités sociales habituelles. Là, parmi les visages sérieux discutant d'un récent traité philosophique, Eleanor remarqua une jeune fille d'environ 20 ans, assise en silence dans un coin, avec cette qualité particulière d'invisibilité qu'Eleanor reconnut avec un pincement au cœur, comme sa propre ancienne condition. La jeune fille était simple de la manière dont on avait qualifié Eleanor de simple, c'est-à-dire pas à la mode, avec des yeux intelligents qui observaient la pièce avec un mélange de désir et de résignation. Eleanor observa comment les autres jeunes femmes s'écartaient inconsciemment d'elle dans leur conversation, comment on lui offrait le thé en dernier, comment sa timide tentative de contribuer une pensée était couverte par une voix plus assurée. Eleanor alla s'asseoir à côté d'elle pendant l'entracte et se présenta simplement, demandant à la jeune fille son nom et ce qu'elle pensait du texte en discussion, et regarda le visage de la jeune femme se transformer avec un plaisir surpris d'être directement interpellée par quelqu'un du rang et de la réputation d'Eleanor. Son nom était Clara Whitmore, et sa situation se révéla progressivement à travers de douces questions. Une fille cadette d'un écuyer de campagne dont la modeste part avait été perdue à cause de mauvais investissements, vivant maintenant avec une sœur mariée à Londres et faisant face à la sombre perspective de devenir une dépendante permanente, sans ressources et sans avenir. Eleanor sentit son cœur se contracter en reconnaissant ce désespoir particulier. Elle parla avec Clara pendant près d'une demi-heure, apprenant son amour pour l'histoire et les langues, sa résignation à un avenir de pauvreté distinguée et d'invisibilité. Eleanor se surprit à partager des bribes soigneusement choisies de sa propre histoire, comment récemment elle aussi s'était crue destinée à une obscurité permanente, comment les circonstances pouvaient changer de manière inattendue, comment la valeur existait indépendamment des dots et de la beauté conventionnelle. Lorsque Sébastien arriva pour la chercher comme convenu, Eleanor le présenta à Clara et observa l'étonnement de la jeune fille que le duc lui parle avec la même courtoisie qu'il aurait montrée à une duchesse. Eleanor sentit la main chaude de Sébastien dans son dos alors qu'il invitait Mademoiselle Whitmore à se présenter à Tremaine House la semaine suivante pour discuter d'un poste de dame de compagnie et d'assistante dans l'œuvre de charité d'Eleanor. Dans la calèche, après, Sébastien attira Eleanor près de lui et lui dit que la voir faire preuve d'une gentillesse née de la compréhension plutôt que de la condescendance était l'une des qualités qu'il admirait le plus, que sa capacité d'empathie n'avait pas été diminuée, mais plutôt amplifiée par son bonheur. Eleanor se blottit contre sa chaleur et réfléchit à la façon dont la souffrance pouvait soit endurcir, soit sensibiliser un cœur, et elle était reconnaissante que le sien ait choisi la seconde voie. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis ensemble dans son bureau à examiner les plans du fonds pour les dots qui porteraient leurs deux noms, Eleanor parla de son désir de construire quelque chose de durable, un héritage qui aiderait les filles comme Clara et comme son ancien moi à trouver des chemins vers la dignité et le choix. Sébastien écouta avec l'attention qu'il accordait toujours à ses idées, puis ajouta ses propres réflexions sur l'élargissement du champ d'action pour inclure des opportunités d'éducation et d'emploi. Ils parlèrent tard dans la nuit de leur vision commune d'utiliser leurs ressources pour contester les systèmes qui rendaient les femmes invisibles et sans valeur lorsqu'elles ne parvenaient pas à répondre à des normes arbitraires. Eleanor sentit un sentiment de mission s'installer dans ses os aux côtés de l'amour et de la sécurité qu'elle avait trouvé, une reconnaissance que son propre parcours douloureux l'avait équipée pour faciliter le chemin des autres.
Quand Sébastien la conduisit enfin à l'étage dans leurs appartements, il lui murmura qu'elle était devenue exactement ce qu'il avait toujours su qu'elle pouvait être. Non pas malgré ses luttes passées, mais à cause d'elle. Et Eleanor sut qu'il avait raison. L'après-midi de mai était exceptionnellement chaud lorsqu'Eleanor s'assit dans la nurserie ensoleillée de Tremaine House, sa fille Sophia blottie contre son épaule, le nourrisson d'à peine 6 mois avec les cheveux sombres de Sébastien, et ce qu'Eleanor espérait être ses propres yeux pensifs. Alors qu'elle se balançait doucement dans le fauteuil spécialement commandé pour cette pièce, elle se mit à réfléchir à l'extraordinaire improbabilité de ce moment. Elle, qui avait été si certaine d'une vie vécue en marge, tenait maintenant son propre enfant dans un foyer rempli d'amour, de sécurité et d'un but bien au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer dans ces jours sombres après que son père eut joué son avenir. Sophia émit un petit son de contentement et Eleanor baissa les yeux sur les traits parfaits, détendus dans le sommeil, et pensa à toutes les choses qu'elle apprendrait à cette fille, que sa valeur était intrinsèque et non dépendante du jugement des autres, que la gentillesse et l'intelligence comptaient plus que la beauté conventionnelle, qu'elle ne devrait jamais se résigner à l'invisibilité simplement parce que le monde essayait de la rendre ainsi. Eleanor sentit un amour protecteur féroce l'envahir à l'idée de protéger cet enfant des blessures qu'elle avait elle-même portées si longtemps. La porte s'ouvrit doucement et Sébastien entra avec ce sourire particulier qu'il réservait à la découverte de sa femme et de sa fille ensemble. Il s'approcha d'elle et se pencha pour embrasser d'abord la tête duveteuse de Sophia, puis les lèvres d'Eleanor avec une tendresse qui avait encore le pouvoir de lui couper le souffle, même après 2 ans de mariage. Quand il s'installa dans le fauteuil à côté d'elle et tendit la main pour prendre la main libre d'Eleanor, elle sentit la justesse parfaite de cette vie qu'ils avaient construite ensemble. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant plusieurs minutes, avant que Sébastien ne remarque que Clara Whitmore avait écrit pour dire que 2 autres jeunes femmes avaient été placées dans des postes respectables grâce au fonds, et que les demandes augmentaient chaque semaine. Eleanor sentit la satisfaction s'épanouir à la pensée que leur travail s'étendait pour toucher plus de vies, que son propre parcours douloureux se transformait en chemin de dignité pour d'autres. Sébastien serra sa main et dit qu'il n'aurait pas pu imaginer, en remportant cet acte de propriété dans une partie de cartes, à quel point cela changerait sa vie, que le fait de vouloir rendre ce qui lui revenait de droit l'avait conduit à la seule personne qui pouvait vraiment le comprendre et être son égal en partenariat. Eleanor appuya sa tête contre son épaule et réfléchit qu'elle non plus n'aurait pu prévoir comment un matin de dévastation mènerait finalement à cette récolte de joie. Et maintenant, cher auditeur, je m'adresse directement à vous qui vous êtes peut-être senti négligé, sous-évalué ou résigné à une vie inférieure à celle dont vous rêviez. Sachez que l'histoire d'Eleanor n'est pas simplement un conte de romance historique, mais une vérité qui résonne à travers le temps. Votre valeur existe indépendamment de la reconnaissance des autres. La dignité maintenue à travers la difficulté n'est jamais vaine. L'amour et le but peuvent arriver des manières les plus inattendues, lorsque vous avez presque cessé d'y croire. Votre parcours ne ressemblera peut-être pas à celui d'Eleanor, avec des ducs et des salles de bal, mais la vérité essentielle demeure que vous méritez d'être vu, estimé et aimé pour exactement qui vous êtes. Je vous invite à emporter cette histoire avec vous comme un rappel que la transformation est possible, qu'il n'est jamais trop tard pour de nouveaux départs, et si ce récit a touché votre cœur, j'espère que vous rejoindrez notre communauté d'auditeurs qui se rassemblent pour entendre des histoires d'amour surmontant les limitations et de valeurs finalement reconnues. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans une autre histoire, puissiez-vous marcher en sachant votre propre valeur intrinsèque et puissiez-vous trouver le courage de revendiquer la vie que vous méritez.